Mesdames, Messieurs, heureuse et nouvelle année 2024. Bienvenue dans Kinshasa Direct. Oui, nous sommes là encore une fois de plus au rendez-vous pour vous tenir compagnie, Mesdames, Messieurs, comme ça a été tout au long de l'année 2023. Nous revenons sur des sujets d'actualité et oui, la nouvelle année a vibré justement au rythme de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Oui, un second mandat pour quel défi majeur? Eh bien, on reviendra sur cette question avec Donald Kabasele qui est cadre de l'UDPS et justement on revient sur cette question encore. Permettez-moi la tautologie, oui, est-ce une victoire méritée? On en parlera encore avec un autre cadre de l'UDPS, Trésor Congolo, qui sera également de notre, vous le savez, depuis toujours. Et oui, Télé 50 a pour justement, je dirais, leitmotiv l'actualité. Et déjà, tout de suite, les grandes lignes de l'actualité avec Joël Isilona, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Arlette Boutella, bonsoir à tous également et place à l'actualité. Présidentielle en RDC, c'est ce mardi qu'a débuté la période du dépôt de recours à la Cour constitutionnelle en contestation des résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. La Cour qui doit normalement les examiner et se prononcer d'ici la fin de la semaine prochaine. Les résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales seront connus demain mercredi 3 janvier. Entre-temps, les différents quartiers généraux des partis politiques sont mobilisés pour attendre ces résultats de la centrale électorale. Certains appellent au fair play et d'autres à l'apaisement pour préserver la cohésion nationale. 2 janvier 2014, 2 janvier 2024, 10 ans jour pour jour depuis la disparition tragique du colonel Mamadou Ndala, tué dans une embuscade à moins de 10 km de la ville de Béni, alors qu'il s'est dirigé vers Eringeti dans le cadre des actions contre le groupe armé. Ce mardi, la patrie rend hommage à un vaillant soldat engagé pour la cause de la nation, notamment dans la lutte contre le M23. Et en dehors de nos frontières au Tchad, le nouveau Premier ministre Succès Masra a formé son premier gouvernement. Il s'agit d'une équipe gouvernementale de 30 ministres, dont 5 ministres d'État. Les développements de tous ces titres, c'est tout à l'heure à 19h. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de votre magazine Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et oui, l'actualité, c'est dans moins d'une heure avec justement la grande édition du journal et avec vous, aimables téléspectateurs, nous allons prendre notre tout premier invité. Eh bien, nous recevons notre tout premier invité, M. Donald Kabasele, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Le meilleur vœu de paix, de joie et de prospérité à l'équipe Télé 50 et à 2 millions de Congolais qui ont l'occasion de nous suivre. Plus particulièrement, je fais un clin d'œil à la population de la ville de Kananga, au Kasaï central, qui m'ont beaucoup élu. Alors, Yabino Yangona, comme on dit, c'est ça. Et vous revenez fraîchement de la campagne électorale et justement les résultats, d'ailleurs les législatives sont prévues déjà demain, le 3 janvier, la publication par la centrale électorale. On revient quand même sur la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce prévisible et c'était sans surprise? Bien sûr, c'était sans surprise. Il n'avait pas en réalité de challenger en face. On vous avait dit plusieurs fois, peut-être vous n'aviez pas voulu nous croire, mais c'était prévisible parce que déjà, c'était un moment le plus crucial pour la vie de la République démocratique du Congo en tant que nation, en tant que pays, en tant que patrie. Le pays est agressé à l'est du pays et à ce moment-là, le pays a besoin d'un patriote. Le pays a besoin d'un nationaliste. Le pays n'a pas besoin de quelqu'un sur qui on a des doutes, est-ce qu'il est congolais ou il ne l'est pas. Le pays n'avait pas besoin de quelqu'un qui a sa langue en poche quand il faut parler du Rwanda.
Le pays n'avait pas besoin de quelqu'un qui devrait bégayer quand il faut parler de l'agression de la RDC. Donc, d'abord, c'était le point de départ. Je l'avais prédit, j'avais dit, avec des candidats qui sont en train de bégayer parce qu'il faut parler sécurité, parce qu'ils ne doivent pas citer les Rwandais, parce qu'ils ne peuvent pas condamner le M23, parce qu'ils financent ces rébellions, et donc ces gens n'avaient plus de place. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment voulez-vous imaginer que Félix Tshisekedi se fasse entourer de gens tels que, vous avez le secrétaire général de l'UDPS déjà, Tshisekedi vient d'un grand parti, un parti, on va dire, le plus emblématique, le mieux installé, le mieux représenté sur toute l'étendue du territoire national. Donc déjà, le parti UDPS lui-même, il a un nom. Et vous avez toute cette machine UDPS qui est derrière un président qui a déjà fini son premier mandat et qui doit rempiler. De l'autre côté, vous avez Bahati Lukwebo. Vous avez Vital Kamerhe qui tient l'est du pays. Du côté équateur, vous avez Jean-Pierre Bemba qui tient le manette. On ne va pas parler du Bandundu, il y a le Vieux Mbosso et les autres. Vous avez les Samalou Kone, le Dani Banza et les autres pour les Katanga. Et donc, il est le candidat qui était le mieux entouré pour cette province. Le mieux pour le calcul politique, parce que vous le savez que lorsqu'on parle d'un second mandat, pour un président sortant, ça veut dire qu'il est encore en place, il veut briguer un second mandat. Les calculs sont un peu plus simples pour lui parce que justement, l'on sait que les gens vont s'entourer, c'est ce qu'a fait le politique, c'est-à-dire tous se sont réunis autour de lui, prudent qu'il est, il a postulé en tant qu'indépendant, ça veut dire je ne porte pas la casquette ni de l'UDPS, ni de quel parti politique, ni de quelconque parti ou regroupement politique. Déjà, à ce niveau, c'était on ne peut plus prévisible. Non, mais écoute, parce que nous connaissons la scène politique du pays. Rappelez-vous, en 2018, il y a eu un candidat qui était de la majorité, qui n'a pas bénéficié de cet accompagnement. Donc, l'accompagnement n'est pas seulement sujet au fait que Monsieur est président de la République, donc automatiquement, ça devrait l'être. Vous êtes d'accord que ça allait être carrément un troisième mandat pour le FCC, disons-le, pour le FCC ou l'Union sacrée, alors que c'était justement, je dirais, presque un désavouement de la population par rapport à un troisième mandat. Par exemple, mais ici, vous avez une population qui exprimait le vœu de voir Tshisekedi rempilé. Ça, c'est d'abord un fait. Quand on quitte cet aspect, vous allez voir le déploiement du candidat Tshisekedi lors de la campagne électorale. Alors, il est le seul parmi tous les candidats présidents de la RDC, qui a parcouru toutes les 26 provinces. Pas seulement les chefs-lieux de ces provinces, mais il est même entré dans les coins et recoins du pays. Donc, il l'a fait dans 27 jours. Il a tenu plus de 53 meetings. Le seul à l'avoir fait, même dans le Congo profond. La difficulté que les autres ont eue, c'est d'avoir des jets privés qui ne pouvaient atterrir que dans des aéroports normalement installés. Et ils n'ont pas pu aller à l'encontre, ou à la rencontre, j'allais dire, de cette population. L'on se rend compte que finalement, c'est une pilule amère pour l'UDPS ou encore pour l'Union sacrée, de voir, disons-le, puisqu'on peut quand même on peut en parler, c'est le poursuivant direct de Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, à arriver à aussi bien à s'imposer tout de même dans les différentes provinces où il a parcouru. C'est quand même un signe qui montre que oui, au-delà de tout, il y a quand même des populations qui revendiquent certaines choses qui ne sont pas encore satisfaites. Mais bien sûr, parce que ça, vous les trouverez partout au monde. Même aux États-Unis d'Amérique, on ne vous dira pas qu'un président a fait 90%. Il y a toujours un pourcentage réservé, effectivement, parce que nous sommes en démocratie. Mais écoute, quand vous avez un président qui vous fait ses scores de 73,34%, avec celui qui s'est dit challenger contre celui-là et qui fait 18 ou quelque chose, ben, vous avez de matière à réflexion. Donc, pour vous dire déjà que le président Tshisekedi n'a pas vu son confort de président pour dire tout m'est acquis,
ben c'est moi qui gère, et donc il devrait rester dans son confort. Il est parti à la rencontre de cette population. Il a échangé avec la population. Il a communié avec la population. La population s'est retrouvée en lui. Vous savez ce que vous dites? Pilule amère? Oui, une pilule amère pour la RDC. Parce qu'on ne peut pas imaginer que pendant une période de guerre, d'agression, vous voyez un peu ce qui se passe en Ukraine. Tous les compatriotes sont liés pour condamner l'agresseur. Voyez-vous? Mais ici, vous avez des candidats présidents de la République pendant cette guerre qui trouvent des justifications à donner au Rwanda, au M23. Et la preuve... Ça a été la carte que vous avez jouée justement pendant la campagne pour... non, c'est la réalité. Je ne vous vois pas, vous, Madame Moutela, accepter que même si nous pouvons avoir à nous reprocher entre nous, qu'on ait un président qui dise que ce que Kagame fait pour ce pays est bon. Je ne vois aucun Congolais donner du crédit à quelqu'un qui tiendrait un pareil discours. Alors, parlons-en justement des défis. Oui, la première partie, c'est un acquis aujourd'hui. Félix Tshisekedi double son mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, avec quel défi majeur? Parce que, disons-le quand même, tout au long de la campagne, la population a échangé. C'était aussi la particularité de cette campagne du président, du candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, justement, où la population s'est exprimée pour montrer son désarroi vis-à-vis de certaines choses qui n'ont pas marché tout au long de ces 5 premières années. Alors, les défis majeurs aujourd'hui, la campagne a été axée sur la continuité. La continuité de quoi? Parce qu'il y a eu autant de reproches aussi. Voilà. D'abord, les défis sont multiples dans un pays à dimension continentale comme la RDC. Le premier défi, il est sécuritaire. Regardez, nous connaissons aujourd'hui de présidents des centrales, on va dire de la centrale électorale, qui deviennent des rebelles dans un pays qui se veut démocratique. Ex-président. Ex-président, on parle de Corneille Nangaa, qui est déjà devenu rebelle, qui est devenu terroriste, comme ses amis du M23. Il n'est pas seul dans ses coups. Il y en a d'autres qui soutiennent ces rebelles du M23, qui soutiennent le Rwanda, mais qui ne parlent pas. Voilà le premier défi. On va se battre contre nos compatriotes. Au moment qu'on se bat contre nos compatriotes, nous nous battons contre l'agresseur qui est le Rwanda. Le Rwanda qui est soutenu par nos compatriotes. Certains ont assumé des postes de responsabilité ici. Ils ont des familles, ils ont des frères, ils ont tout ça. Et donc, le travail n'est pas facile. Donc, le premier défi sur lequel le président Tshisekedi a décidé de consacrer ce deuxième mandat, c'est un défi sécuritaire. Donc, il fallait non seulement restaurer cette autorité de l'État qui a été un tout petit peu perdue, il fallait se battre contre tous ces gens qui se cachent au milieu de notre population. S'il fallait faire un choix, vous êtes informé que, écoute, nous sommes à Bunagana, c'est au de rebelle M23. Si vous décidez de bombarder, vous vous dites qu'il y a aussi de paisibles citoyens qui vont en pâtir. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire une guerre qui permette à ce qu'on ait seulement l'ennemi, mais qu'on laisse nos compatriotes. Voilà les défis. Et donc c'est pourquoi le président a décidé non seulement de doter notre armée, de la former, de donner un plus grand nombre à notre armée, parce qu'elle était trop singulière, notre armée, il n'y avait pas assez d'effectifs. Aujourd'hui, on a rajouté des effectifs. Vous voyez? Il y a la dotation en armes, en équipement. Ce qui est un défi très majeur, parce que les armes ne coûtent pas 1 000 $. Les armes ne coûtent pas 2 000 $. Les armes, ça se compte en termes de millions et de milliards. Donc, déjà, le premier défi, c'est celui-là, sur lequel on va concentrer ce deuxième mandat. Mais on ne va quand même pas résoudre la question de l'Est et laisser les Congolais en train de manquer de l'eau, en train de manquer de l'électricité, en train de manquer de l'emploi, en train de manquer tout ça. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Il faudrait quand même qu'on arrive à le dire ici. L'électricité en RDC actuellement dans la ville de Kinshasa, c'est une catastrophe. Non, mais ça l'a vraiment, c'est une... En tout cas, là, ça a dépassé le seuil de la normale. Bon, c'est ce Il faudrait quand même qu'on arrive à le dire et à le dénoncer quand même. Oui, c'est ce qu'on pense souvent, que maintenant, c'est beaucoup plus pire qu'avant. Mais en réalité, c'est la même situation qu'on a vécue, la situation de délestage. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu un peu d'amélioration. Ça, je peux vous rassurer. En termes d'eau,
Vous voyez combien d'usines d'adduction d'eau, combien de centrales ont été créées pour essayer justement de juguler cette crise-là. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Au même moment, il faut que les gens aient d'emploi. Les jeunes, ils doivent avoir de l'emploi parce qu'ils doivent se marier, ils doivent faire leur vie. Au même moment, les enfants doivent aller à l'école, ils doivent étudier dans de bonnes conditions, les fonctionnaires doivent être payés. Au même moment, nos mamans qui ont des difficultés à mettre au monde, ils doivent avoir un cadre qui leur permette justement de mettre au monde et de faire grandir leurs enfants. Donc, il y a toujours des défis, je dirais, des axes dans le programme qui permettront à la population de se dire oui, vous vous êtes fixé tel défi dans tel domaine et ça a été atteint, l'objectif a été atteint ou non? Parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, la RDC a une dimension continentale, donc on ne peut pas en 5 ans prétendre tout finir. Voilà, alors il faudrait qu'on se consacre sur quelque chose, justement pour permettre que ce soit le thermomètre avec lequel on va juger le mandat. Voilà, c'est pourquoi je vous ai parlé de plus de sécurité. Oui. Premièrement, en plus de la sécurité, il y a plus d'emplois pour le jeune. En dehors d'avoir plus d'emplois pour le jeune, il faut effectivement que le pouvoir d'achat des Congolais leur permettent de nouer les bouts du mois. Vous voyez? En dehors de ça, vous avez des défis sur l'eau et sur l'électricité. Voilà, en grosso modo, le pilier sur lequel le candidat, ou carrément le président Tshisekedi, va se concentrer. Et c'est des chantiers qu'il a déjà commencé. Des chantiers, oui, évidemment. Parce que vous vous rappellerez, madame, que la guerre de l'Est, parce qu'on parle de cet aspect sécuritaire, n'a pas commencé avec l'avenue de Tshisekedi. On doit quand même se le dire, c'est depuis l'opération turquoise en 94. C'est ça. Depuis jusqu'aujourd'hui. C'est ça aussi les acquis. Donc ça passe d'un gouvernement à un autre. Alors nous avons la particularité avec le président Tshisekedi d'avoir refusé de négocier avec l'ennemi. Donc ce qui est déjà un bon départ pour notre patrie. C'est déjà bon. Parce que la conséquence des négociations et des dialogues, c'est quoi? C'est le brassage, le mixage. Ça veut dire, aujourd'hui, imaginez, vous avez tous ces responsables du M23 qui deviennent des généraux dans notre armée, qui deviennent des colonels, qui deviennent des majors et qui commandent des troupes. Imaginez un peu l'avenir du pays. C'est pourquoi le président Tshisekedi a dit, cette fois-ci, ils ont été mal habitués ils font une pression, on dialogue. Quand on finit le dialogue, ils sont des chefs de groupe, ils sont tout ça, ils prennent des postes, ils sont des députés nationaux, ils sont des ministres et tout, et ça leur permet de continuer leur industrie. Vous voyez? Donc nous avons cette particularité d'avoir refusé. On s'est dit, s'il faut faire des alliances avec ceux qui doivent nous aider pour finir cette situation définitivement, on le fera. Parce que ce M23, ils ne sont pas seuls. Ils n'ont pas que les Rwandais comme partenaires. Il y a aussi des multinationaux qui les soutiennent. Il y a des pays entiers qui les soutiennent. On a toutes les informations. Mais donc, c'était connu d'avance. Ouais, voilà. C'est du déjà entendu. Non, mais il ne faut pas minimiser pour dire c'est du déjà entendu. Ça veut dire tout simplement qu'on devrait aller au-delà de cette information. Bien sûr, c'est ce qu'on fait. Solutions aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. Donc d'abord, il fallait former notre armée. Il fallait recruter les jeunes. Il fallait doter notre armée. Il fallait donner à notre armée le moyen de sa politique. Il fallait permettre à nos militaires de s'exprimer. Aujourd'hui, l'Union sacrée, avec autant de candidats au niveau des législatives et des conseillers municipaux, on se dit la grande bataille, ce sera à ce niveau-là. Justement, le 3 ici, lorsque les candidats seront publiés, non, mais écoute, chacun veut avoir un quota significatif parce que, vous le savez, la grande bataille, c'est au niveau des assemblées provinciales, justement, pour permettre aujourd'hui à telle plateforme ou tel regroupement politique d'avoir un poids politique, et c'est ce qui permet justement d'avoir, au-delà de l'ancrage, un poids politique qui permet d'avoir des postes politiques ou encore des postes au niveau des entreprises publiques. Et on se dit, finalement, comment cela va-t-il se passer? Parce que il y a déjà des mémos qui commencent, il y a déjà des dépôts au niveau de la justice qui commencent, qui accusent tel autre de tricherie, et on se dit finalement, comment le chef de l'État devra à ce jour composer avec
autant des partis et regroupements politiques du moment où l'on sait, par exemple, que l'UDPS peut avoir la part du lieu. Non, mais écoute, madame, je veux que les choses soient beaucoup plus claires. Moi, je vais vous faire une confidence. Avant que l'UDPS n'élance ses candidats, ses combattants à la bataille, on a été tous conviés par le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue. Je présente aussi mes vœux le meilleur, je l'ai déjà fait en privé. Il nous a dit ceci: n'attendez pas qu'on aille aux élections, qu'on finisse les élections, qu'on clôture les élections, pour venir me voir et me demander est-ce que je serai député ou pas. Descendez dans vos bases, battez campagne. Le même message, je le répercute aussi pour tous nos amis de l'Union sacrée de la nation. Nous avons déjà obtenu la victoire de notre champion, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne confondons pas de période. Nous ne sommes plus à l'époque où les députés nationaux et provinciaux étaient nommés. Ça, on le sait, vous savez, on a vécu ça en 2018, on a vécu ça en 2011, vous le savez plus que moi, qu'il y avait effectivement des familles politiques qui se réunissaient pour commencer à nommer les gens. Et c'est ce qui a fait même que d'autres sont devenus députés sans avoir été candidats ni quoi que ce soit. Alors, avec Tshisekedi, ça ne peut pas être le cas. Donc, au lieu de faire des mémos, de faire des tractations de gauche à droite, chacun a battu campagne. Moi, je vous parle de chez moi. Je suis dans la ville de Kananga. Je suis surnommé Idi Yaba. Tout le monde qui est passé par là a vu Idi Yaba sur terrain. Je n'ai pas considéré ma position du coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée. Je n'ai pas considéré ma position de cadre au sein de l'UDPS. Je n'ai pas considéré ma proximité avec le pouvoir pour négliger l'aspect campagne électorale. J'ai battu cette campagne avec force, avec mes énergies, pour gagner. Voyez-vous? Donc, nous, on ne va pas battre campagne pour que quelqu'un attende dans son coin, qu'on dise, toi tu es nommé là-bas, en lieu et place de l'autre. Ça ne se fera pas. Donc, que les amis qui font de bruit arrêtent à faire le bruit. Ils sont peut-être mal habitués pour certains, parce qu'ils ont été peut-être bénéficiaires des nominations pendant du temps. Eh bien, ça ne se fera pas. Et donc, c'est la CENI, comme centrale électorale, qui va voir, selon que vous avez atteint le seuil, selon que vous avez été le meilleur sur votre liste, et c'est comme ça que les résultats seront publiés. Comme ça l'a été, est-ce que, regarde, on a publié le président Tshisekedi comme vainqueur. Est-ce que vous avez vu la population contester? Pas du tout. Parce que la population se reconnaît dans cette élection. Les Quinois, ben, félicitations aux Quinois. Pour une fois, dans l'histoire de ces pays, Kinshasa soutient le président de la République. Ça n'a jamais été, ça n'a jamais existé. Tout président qui est arrivé dans ce pays avait pour première opposition les Quinois. Mais Tshisekedi, vous voyez, tous les Quinois, partout dans des débits de boissons, tout le monde était en liesse. Regardez aussi. Aujourd'hui, regardez aussi. Tous les présidents du monde. Vous avez déjà vu autant de félicitations pour un président de la RDC? Félicité à ce point par tous les chefs d'État. Donald Kabassé. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, justement, si on devrait parler, vous l'avez si bien dit, les députés seront élus. Ils sont élus déjà, oui. Ils ne seront pas nommés. Eh bien, on attendra voir. Parce que c'est justement demain. Si, déjà, ce mercredi, 3 janvier, en parlant de défis majeurs, je prends un exemple. Quand le président de la République arrive, le candidat, arrive dans une circonscription, dans une des provinces de la République démocratique du Congo, tout au long de la campagne, la population qui se plaignait, et le président de la République réplique. Mais puisque vous êtes mécontent, ne les votez plus. Est-ce un signal fort pour le renouvellement de la classe politique? Madame, je vous dis, le plus grand défi que ce pays a aussi, c'est sa classe politique. Il y a des gens qui ont fait de la politique leur business. Il doit être politicien pour vivre. Et pour ça, il peut tuer, il peut acheter, il peut faire du n'importe quoi. Cette étape, cette époque est révolue.
Les gens attendaient que le président arrive et qu'il dise « Votez-moi tel monsieur et tel monsieur et tel monsieur ». Il a dit « Faites votre choix. Faites le choix qui vous convient. » Et en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, nous nous battrons pour sécuriser votre option. Et c'est ce qui va se faire. Que le vieux ne se fâche pas contre le jeune. Que le jeune ne se fâche pas contre le vieux. On va renouveler la classe politique. C'est une urgence. Aujourd'hui, quand on parle de renouvellement de la classe politique, c'est selon l'esprit ou selon l'âge? Parce que il y a deux aspects. Si certains parlent de l'âge, d'autres parlent de l'esprit politique. On ne sent plus cet esprit politique. Plus il y a des jeunes, plus il y a des gens, plus la politique est commercialisée. C'est devenu un petit business pour certains. C'est-à-dire, on ne vient pas pour rehausser le niveau de réflexion, rehausser le niveau de quelque chose, mais on vient pour être nombreux au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, quand il y a des motions, on sait négocier. Quand il y a ceci, on sait dire oui, président, on est prêt à vous accompagner partout et pour tout. En lieu et place d'une certaine excellence, ou d'une certaine honorabilité. Est-ce que, je reviens encore sur cette question, j'ai bien compris, j'ai bien saisi l'âge ou la mentalité politique? Moi, je vais vous parler que pour moi, c'est les deux. Regarde la conséquence aussi avec l'âge. C'est qu'on arrive dans un parlement pour dormir. Ça peut aussi être dû à l'âge. Ça peut aussi pousser certaines personnes à développer cette attitude. Nous sommes un pays en guerre. On ne doit quand même pas avoir des gens qui partent dormir au Parlement, en lieu et place de travailler pour le pays. Ça, c'est un aspect. Et puis, pourquoi je parle de l'âge? La jeunesse représente plus de 70% de notre population. Elle a toujours été à la queue. C'est cette jeunesse qui a toujours été utilisée. Elle doit effectivement être représentée. Ça, c'est sur le plan de l'âge. Mais s'il vous plaît, je parle de deux aspects. Je vais revenir quand même sur cet aspect-là. Oui, vous reviendrez sur l'aspect. Deuxièmement, je ne regarde pas ces jeunes en âge parce qu'ils sont moins âgés et donc ils doivent devenir de politique. Non. Je veux que dans cet âge-là de la jeunesse, que les gens aient effectivement cet esprit renouvelé. D'apporter un changement. Parce qu'on en a marre de suivre que l'histoire se répète. On a commencé la politique depuis 60. Jusqu'aujourd'hui, rien ne marche. Mais on s'est dit être expérimenté, avoir tout ce qu'on veut. Ben écoute, ces expériences n'auront servi à rien si le pays n'avance pas. Et donc, moi je fais la liaison entre cet âge-là et cet esprit renouvelé. Mais, parce qu'on ne va pas quand même faire un parlement exclusif où les jeunes seuls sont acceptés et pas les vieux. Les vieux qui ont l'esprit d'aider le pays à avancer, ils sont le bienvenu. Ça ne me gênerait pas, ça ne gênerait pas la jeunesse de voir que ce vieux-là, eh ben, tiennent le manette, ils influencent des choses pour que ça marche. Mais aussi, on en a marre de voir le même figure. Vous aviez été là depuis, vous continuez d'être là, oui, ça fait partie de l'expérience, de l'expertise. Ah ben, bien sûr, aussi. mais cette expérience, peut-être qu'il n'a rien apporté pour le pays. C'est ce que je déplore. Mais on ne dit pas que, parce que vous avez toujours été visible, il faut que vous disparaissiez. Mais, donc, cette part des choses va nous permettre, effectivement, d'apporter une nouvelle touche et une énergie nouvelle pour voir le Congo avancer. Oui, on aurait bien aimé en parler bien avant la campagne. Et comment aujourd'hui permettre à cette population justement de faire le distinguo? De faire le distinguo, c'est-à-dire quand quelqu'un descend, vous le savez, les élections sont sociologiques, les gens c'est par attachement, et les gens très souvent votent. Aujourd'hui, on se dit, comment arriver à faire le distinguo entre la crème et la quantité? Vous avez raison. Et ça mérite une réflexion aussi poussée, parce que, effectivement, moi j'ai été en campagne. Vous sentez que le problème n'est pas seulement à ces niveaux. Notre population aussi. Elle n'est pas encore capable de voter quelqu'un, surtout quand je parle de la députation nationale ou provinciale, parce qu'il a un projet, parce qu'il réfléchit pays, parce qu'il réfléchit nation. Mais vous sentez que, dans la majorité des cas,
Ceux qui sont beaucoup plus nantis, ils savent facilement avoir l'assentiment des uns et des autres, c'est qui ne peut pas pousser effectivement le pays à avancer. Et dans cette réflexion, il y a aussi une classe dans cette population qui essaye de faire cette différence, de comprendre que ici, je suis face à une certaine excellence, et ici, je suis face à quelqu'un qui vient pour s'amuser, essayer d'avoir un espace d'expression pour qu'il soit riche, qu'il ait une voiture et tout ça. Vous voyez? Et donc, tout ça mis ensemble nous pousse effectivement à réfléchir sur les systèmes politiques que nous devrions mettre en place dans un pays comme le nôtre. Un pays qui a besoin de se développer, un pays qui a besoin d'avoir une bonne élite, vous voyez? Un pays qui a besoin effectivement d'affronter tous ces défis majeurs. Cela nous permet justement de revenir sur ce titre que l'artiste musicien a fait sortir, l'artiste musicien Alèche, qui a fait sortir et qui circule déjà dans les réseaux sociaux, Salaire à député Ekita. Bon, ça ne se résout pas. Ça ne se un résout des pas points estime les Congolais qui permet à tout le monde de chercher à se jeter dans l'eau dans ce système-là, alors que le président tout au long de la campagne a dit salaire n'a pas quitté Non, s'il vous plaît. Je suis bien d'accord qu'il faut que le salaire des uns et des autres est équitable. Mais est-ce qu'on aura résolu le problème? Tu sais, avec ce pays, même si on a un budget de 20 milliards de dollars, les défis sont tellement majeurs, on risque de ne pas ressentir ça. Donc ça veut dire que même si on prenait le salaire des députés, on dit, bon, les députés, vous aurez 1000 dollars. Voyez-vous? Moi, je vous dis, le mal, il est tellement profond. Les réformes à faire sont multiples. Avec les conseillers municipaux, les députés provinciaux, tu dois foutre bien. Voilà. Tu dois conseiller municipal. Ah voilà, tout ça, ce sont des défis. Donc, il faut faire avec. Et quand on veut de la démocratie, eh ben, il faut voir tout ce qui est démocratique. Hein. C'est prévu dans notre constitution qu'il doit y avoir des conseillers municipaux. Et Félix Tshisekedi a le mérite d'en avoir appliqué à la lettre. Parlons-en justement de la campagne électorale. Ouais. On revient quand même sur la question de la fraude. Hein. Vous étiez notamment de ce côté-là, à Kananga. Quelle expérience avez-vous tiré quand même sur cette campagne électorale et l'élection en soi? Oui, il y a eu effectivement certains candidats présidents de la République, des candidats malheureux, qui ont pensé qu'avec l'argent, vous voyez, avec leur argent, ils pouvaient s'attirer, on va dire, le beaux yeux de certains membres de la CENI. Certains ont pensé qu'ils pouvaient acheter des machines, certains ont pensé qu'ils pouvaient bourrer des urnes, et ils ont envoyé leurs délégués un peu partout. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Vous avez vu au Katanga, par exemple, comment on a retrouvé des machines en train de voter le candidat malheureux Moïse Katumbi. Vous avez vu, par exemple. On en a parlé aussi, quand même, disons, on en a montré aussi pour Félix Tshisekedi. On en a montré aussi pour plusieurs, quand même. On va revenir sur cette question, parce que la CENI a reconnu qu'il y a eu, oui, effectivement, bourrage de urnes. Ce qui a été beaucoup plus exprimé et qui s'est fait un peu partout, c'est des gens surpris en train de voter Moïse Katumbi avec deux machines à voter. Vous voyez, on a vu des vidéos qui sont... Il y a toute une liste pour les jeunes de l'Union Sacrée. Oui, il y a aussi effectivement certains véreux qui ne manquent pas. Il y a effectivement certains véreux qui ne manquent pas, qui se sont adonnés à cet exercice. Et donc, ce sont des pratiques à condamner. Voyez-vous, nous condamnons ces pratiques. Et d'ailleurs, nous avons déjà eu la réponse parce que le président de la CENI, Kissa Denis Kadima, il nous l'a dit, tous ces gens seront sanctionnés. Vous savez, ce processus électoral nous aura beaucoup appris. Le président Kadima lui-même l'a dit. Vous vous êtes soumis à cet exercice de fraude. Vous serez sanctionnés. Et on va lire leurs noms. Imaginez un peu... Ce sera une première. Sur le plan national, on vous dit tel candidat, il a fraudé. Tel candidat, il a fraudé. Et pour ça, il n'est pas élu. Vous imaginez ce que ça va faire comme leçon? Et vous avez des résultats qui s'annoncent en plein jour. Vous voyez? Il n'y a pas de char de combat. Vous voyez? Pour une fois,
Il n'y a pas de chars de combat, comme le faisait l'ancien régime du président Joseph Kabila. Vous voyez? Donc, au moins, on a beaucoup évolué. Disons-le quand même. Et il n'y a pas de coupures d'Internet. Ça, c'est entre parenthèses. On va le dire quand même. Vous savez que maintenant, vous entrez dans le deuxième quinquennat. Donc, le discours de Kabila avait fait ceci. C'est largement dépassé en ce net moment aussi. Non, s'il vous plaît. Parce que vous avez géré pendant 5 ans. Ouais. Donc, si on devrait aujourd'hui parler, ce sera parler en votre nom. Non, mais s'il vous plaît. Je veux que ça soit clair. Oui, parce qu'il faudrait aussi cultiver cette mentalité-là, d'accepter quand même qu'on a géré et d'autre part, ça n'a pas marché aussi. Ceux qui ont passé 32 ans au pouvoir dans ce pays, ils ont fait l'histoire de ce pays. On parlera toujours d'eux. On dira qu'ils ont mal fait telle ou telle chose. Ça, on le dira. Ceux qui ont fait 18 ans, pourquoi ils refusent qu'on parle d'eux? Et ceux qui ont fait 5 ans. On parlera d'eux, comme on parlera aussi de nous qui avons fait 5 ans. Et donc, chacun a sa part de responsabilité. Et donc, que les gens ne trouvent pas ça sorcier de parler d'eux. On va parler d'eux. Ils ont fait partie de l'histoire de ce pays. Ils ont mal géré le pays. Ils ont pris 2 milliards dans ce pays. Ils nous ont vendu le pays. Et donc, ils doivent à tout moment supporter le fait qu'on parlera d'eux. Alors, aujourd'hui, si on doit terminer avec vous, justement, M. Kabasele, pour ces 5 prochaines années, l'actuel président devra composer avec qui? Parce que quand on parlait des milliards, justement, on en a parlé aussi, hein, vous n'allez pas nous dire le contraire ici, on en a parlé des milliards et des milliards, c'était en termes des milliards, les détournements tout au long de ces 5 dernières années. Aujourd'hui, on se dit finalement, est-ce qu'il y aura une nouvelle façon de gérer mieux que ce que les Congolais ont déploré récemment? Non, mais il faut déjà reconnaître que, avant que le président Tshisekedi n'arrive, eh ben, il y avait 15 milliards de dollars détournés pendant 18 ans, et j'étais là chaque année. Comme l'avait dit l'ancien conseiller spécial du président Joseph Kabila, Luzolo Bambilesi. Ok? Donc, les gens détournaient déjà 2 milliards, mais ces gens n'étaient pas poursuivis. Tout comme ceux qui ont détourné maintenant ont été poursuivis. On ne pouvait même pas les interpeller. Il y a quand même eu d'évolution pendant notre période. Il y a cette paire du gendarme qui s'est installée. Il y a la réforme de la justice avec le recrutement de plus de 5000 magistrats qui vont devoir occuper certains tribunaux et qui vont permettre à ce que la justice se rapproche de la population. Vous voyez? Au-delà de ça, il y a beaucoup de services spécialisés dans l'antifraude, dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des terroristes, dans la lutte contre la corruption. Toutes ces agences sont en train de connaître une réforme. Et donc, les choses se passeront beaucoup plus mieux qu'il y a 5 ans, qu'il y en avait 18. Voyez-vous? Donc, il y a effectivement de politiques publiques que nous avons mises en place pour essayer de contrer ces mauvaises pratiques et d'essayer effectivement d'avoir des gens qui peuvent animer les institutions sans qu'il ne soit besoin qu'il détourne parce qu'il a besoin d'acheter une maison, qu'il détourne parce qu'il doit acheter une voiture. Et donc, par exemple, avec les réformes qui ont été mises en place par le président Tshisekedi, vous avez vu avec l'inspection générale de finances, ça nous a permis d'atteindre aujourd'hui 16 milliards de dollars de budget. Donc, un exploit jamais réalisé. Et donc, dans les 5 ans qui arrivent, ne doutez pas, Madame Boutella, que nous pouvons atteindre facilement 35 milliards de dollars pendant ce sera le souhait pour le bien-être de la population congolaise. Monsieur Kabasele, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Et bien, une fois de plus, bonne année en 2024. Merci. Mes meilleurs vœux aussi à tout le monde qui nous a suivis. Et aimables téléspectateurs, nous allons continuer avec cette thématique avec un deuxième invité, Monsieur Trésor Kongolo.